s'est donné sur la question des réflexes pour aborder maintenant celui de la régulation de la circulation des vaisseaux du cœur et donc de la situation de la circulation coronaire. Alors pour bien comprendre ce chapitre, on va commencer, si le cœur nous en dit, les flemmes. Lecture. Par regarder deux séquences d'IRM dans lesquelles vous avez cette contraction ventriculaire, logique, systolique, et puis au moment de la systole, vous voyez cette extrusion ici du flux aortique, et au moment de la diastole, cet très important reflux ici en noir qui redescend dans le ventricule. Ça, c'est une insuffisance aortique. Vous comprenez immédiatement ces changements de pression au cours de la diastole, dans la relaxation isovolumétrique. Mais comme il y a un trou dans la valve aortique, ce que fait le reflux, au lieu de revenir simplement dans la racine de l'aorte, c'est qu'il continue pour revenir dans le ventricule. Ça, à terme, ce n'est pas bon du tout. Vous avez une surcharge de volume, parce qu'à chaque diastole, vous avez non seulement le flux qui rentre depuis l'oreillette par la mitrale, mais en plus, vous avez un flux qui retombe de l'aorte, donc une surcharge volémique. Cet effet-là est essentiellement pour vous montrer justement ce retour artériel au moment de la diastole, au moment où on referme. Je vous l'ai dit, vous avez cet effet qui va entraîner le flux dans l'aorte, et puis lorsque l'aorte se referme, vous allez quand la relaxation plutôt commence dans le ventricule, vous allez avoir un effet d'inversion des pressions et donc un retour d'une partie de la colonne sanguine. C'est ce que matérialise ici, même si c'est de façon pathologique, ce reflux mitral. Vous comprenez bien que l'ensemble de la colonne est en train d'appuyer sur la valve aortique à ce moment-là. Si on regarde sur un autre champ, on a probablement ici une autre vision, un autre angle, dans lequel vous avez, là vous avez de façon très intéressante, l'oreillette gauche, la valve mitrale. Donc celle-là remplit bien, et en même temps qu'elle remplit le ventricule gauche, vous avez ce reflux à nouveau parfaitement central ici dans les queues aortiques qui vous ramène toute la colonne sanguine en diastole. À nouveau, vous comprenez bien la surcharge volémique qu'il va avoir, puisqu'il aura quasiment deux entrées à gérer. Et pourquoi on comprend ça? Simplement pour aller regarder ce que sont les séquences qui, du ventricule jusqu'à la circulation coronaire, vont vous donner d'abord, donc dans la systole, ce flux antérograde qui va jusqu'à la partie distale de l'aorte. Et puis vous aurez à l'intérieur de ce flux une rotation horaire et un retour vers la racine de l'aorte en fin de systole et en début de diastole, avec donc un flux rétrograde. On va le visualiser ici en vert. Et ce flux, qui vont donner des lignes de flux qui vont partir du ventricule vers la crosse de l'aorte, puis ensuite enchaîner, va ramener aussi, dans le même temps, en fin de ce cycle systolique, de ce même cycle, un retour vers la base qui va donc fermer les queues aortiques. Et ce flux rétrograde va s'accompagner ensuite au début de la diastole par un petit flux antérieur, ça bute sur les queues aortiques qui cette fois-ci sont fermées dans une situation normale, physiologique, où il n'y a pas d'insuffisance aortique. Vous aurez donc un rebond et un flux antérograde ici qui va repartir et qui va aller sur les deux ostias. Ici vous avez la coronaire gauche, le tronc commun de la coronaire gauche qui est matérialisé, avec une situation dans laquelle vous avez pendant 1 à 2 battements une recirculation de cette partie de la colonne sanguine et puis une entrée relativement douce, vous voyez, à 10 cm par seconde, on est à 2 mètres, 3 mètres par seconde au niveau du flux systolique, donc c'est un ordre de grandeur plus faible, donc c'est à des vitesses d'écoulement plus tranquilles dans les diastoles suivantes que se fait l'entrée du flux sanguin vers les deux régimes coronaires, gauche et droit. Sur ces déterminants de la consommation d'oxygène du cœur, on va avoir, et on va analyser maintenant les artères épicardiques, leur contenu et leurs propriétés, en particulier leurs propriétés élastiques. On regardera la microcirculation transmurale, et puis on regardera 3 types de régulation, 4 même, celui
de la variation de pression et à quoi ça réagit pendant le cycle cardiaque. Hein. Il y a une constitution, une augmentation de pression majeure par la propriété musculaire elle-même, comment ça agit sur les vaisseaux. Et puis ensuite, les régulations qui seront liées aux augmentations intrinsèques de pression à l'intérieur du système, et puis les augmentations métaboliques et les régulations endothéliales. Le but donc étant de s'adapter aux besoins du myocarde de façon à résoudre 3 demandes principales, celle du métabolisme basal, il faut que les cellules vivent, maintiennent leur gradient, soient capables de réagir aux dépolarisations, soient capables d'aller chercher leurs réserves calciques et de les libérer dans les signaux. Tout cela est coûteux. La contraction elle-même, hein, celle de la myosine, dont vous avez vu que c'est aussi une ATPase et qu'elle est coûteuse dans ce temps-là, et puis la relaxation, tous les effets lusitropes qui vont jouer sur ce temps de relaxation, dont la CERCA, calcium ATPase du réticulum sarcoplasmique, est l'un des consommateurs principaux. Sur tous ces éléments-là, vous aurez la nécessité d'un apport d'énergie, d'oxygène. Ça fonctionnera principalement sur un métabolisme oxydatif, évidemment, hein, et celui-là, c'est par la bêta-oxydation des acides gras. Ça reste un des éléments principaux. Mais de temps en temps, et en particulier dans les situations d'ischémie, un cœur qui n'est pas encore mort, pas encore totalement nécrosé, peut fonctionner sur le métabolisme glucidique que vous avez vu juste avant. Et en particulier, ce sera un des moyens de révéler cette viabilité myocardique lorsqu'on est dans des situations où une diminution de débit coronaire est très ancien, où une occlusion a été récupérée par des petites collatérales, donc on ne sait pas trop si ce qui reste en place est encore vivant, s'il faut le sauver, s'il faut globalement aller lui mettre un pontage pour redonner une vascularisation normale à ce tissu, et bien l'un des moyens, c'est de regarder justement s'il est capable de fonctionner encore sur le glucose, et c'est une tomographie par émission de positons qui vous permet de le faire et de mesurer l'activité métabolique de ce cœur lorsqu'on est en situation d'hibernation ou de sidération. Vous verrez ça plus tard. C'est les effets particuliers, des changements de métabolisme, mais qui restent associés à des cellules vivantes. Hein. Et l'important, après en particulier des occlusions, donc des infarctus, est de savoir quelle est la zone morte et quelle est la zone encore récupérable. Plus vous en récupérez, et meilleur est le pronostic au décours pour votre patient. Donc bêta-oxydation des acides gras, principale source en physiologie, et avec une consommation d'oxygène, on l'a vu, qui est 30 fois supérieure, 20-30 fois supérieure à celle de la moyenne de l'organisme, aux alentours de 100 ml par kilo par minute. Et ça sert pour les 2 tiers, quasiment, 60%, ça sert essentiellement au développement de la tension systolique. Et à quel moment on développe la tension systolique? Dans quelle phase? Dans le cycle de remplissage, compression, éjection, relaxation? Non. C'est dans la phase de montée. Donc c'est dans la phase isovolumétrique. C'est dans la phase sur laquelle vous aurez l'élévation pour aller jusqu'au niveau maximal, c'est-à-dire jusqu'au niveau de la post-charge. C'est dans cette phase-là que vous consommez le plus d'oxygène. Et pourtant, il ne se passe rien. Sur le plan mécanique, il n'y a pas d'éjection, il n'y a pas de raccourcissement. Cet effet de mise en tension, vous le voyez, est un des effets qui est l'un des plus coûteux en termes énergétiques et en termes de consommation d'oxygène. Et ensuite, l'éjection, c'est-à-dire le raccourcissement, lui, puisque vous êtes en phase isotonique, vous avez réussi à connecter toutes vos, finalement, actines et vos myosines, et puis à partir de là, vous allez jouer sur la restitution de tension, en particulier par les fibres, comment on pourrait les qualifier, les molécules élastiques du sarcomère. C'est-à-dire que vous avez une molécule particulière qu'on n'a pas eu le temps de voir, qui s'appelle la titine, qui maintient la myosine au strizède et qui va avoir cet effet, l'élément élastique et l'élément contractile qu'on a vu dans la post-charge, qui va avoir cet effet propre ici de restitution. Et c'est pour ça que cet élément de raccourcissement est finalement moins coûteux que la partie de mise en tension isométrique. Et puis le métabolisme basal, lui, à peu près pareil, aux alentours de 20%. D'accord ? Donc pensez-y, c'est ce moment dans lequel le cœur commence à se contracter qui va être le plus coûteux, même si dans cette phase-là,
il n'y a pas d'éjection parce qu'une fois de plus, on n'est toujours pas à générer une tension suffisante pour dépasser la pression systolique. Et une fois qu'on l'a dépassée, la pression artérielle, et bien à ce moment-là, vous aurez cet effet de compression, cet effet de raccourcissement et un effet de torsion du ventricule qui va toujours avoir cet effet de bascule de plus de 60 degrés de ces fibres sur l'ensemble de l'axe vertical. Donc ces deux effets opposés entre la pointe et la base qui vont permettre en particulier aussi de tirer la base de l'aorte vers le bas et donc d'aider à l'extrusion de ce volume d'éjection systolique. Et ce que l'on voit, c'est que cette consommation d'oxygène, comme précédemment pour l'organisme entier, dépend donc de deux facteurs, de perfusion d'un côté et d'extraction de l'oxygène de l'autre. Donc l'extraction d'oxygène, on va voir le premier cours, c'est la DAV, différence artério-veineuse. Et puis le débit de perfusion, c'est le débit coronaire que vous avez ici. Et ce que l'on voit, c'est que d'abord la DAV est quasi maximale au repos. Le muscle au repos, quand on ne travaille pas, la DAV est très faible, il y a peu d'extraction. Le muscle actif, par contre, va augmenter cette extraction d'oxygène. Donc la DAV sera plus grande. Le cœur, c'est un muscle qui est tout le temps actif. Il se repose jamais. Donc vous aurez une extraction qui va être extrêmement importante et qui va s'élever de quelques pourcents seulement sur les efforts maximaux, alors que la consommation d'oxygène, elle s'élève d'un facteur 5. Donc de 500%, alors que vous n'avez que quelques pourcents de l'autre côté. Pourquoi est-ce que c'est 100 fois plus important? Parce que ça dépend de quels paramètres. Si ça ne dépend pas de la DAV, ça dépend du débit coronaire. Donc c'est celui-là qui va être le plus important dans ces adaptations, et dans lequel on va voir ce débit de perfusion, de finalement 1 litre par kilo par minute, 1 millilitre par gramme par minute, se développer quasiment de façon linéaire entre la consommation d'oxygène ici et le flux de perfusion coronaire. Quand on diminue, quand on est là au repos, quand on diminue les valeurs de perfusion, vous aurez une consommation d'oxygène qui dépend directement de cette diminution du débit coronaire. Et vous voyez donc sur une expérimentation chez l'animal, on a cette relation linéaire.